Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches Lean et améliorer vos performances, vous présente le Tout Éco. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Tout Éco, le magazine économique grand format de Télé Nantes en partenariat avec Audencia où nous avons installé nos caméras. Merci d'ailleurs à l'école de management de Nantes de nous accueillir dans ses locaux, en l'occurrence sa cafétéria Tout Éco saison 2. Vous le savez, chaque mois dans cette émission, nous explorons les grands mouvements de fond qui agitent nos entreprises, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain. Cette fois-ci, c'est un sujet de société qui revient régulièrement à la une des médias. Il alimente les conversations à la machine à café et pendant les repas de famille également. Nous allons parler d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Depuis qu'on est jeune, on nous fait comprendre que c'est important, l'égalité homme-femme, et qu'il n'y a pas de raison qu'une femme ait un salaire plus bas qu'un homme. Ça changera quand les filles auront des exemples, en fait. Quand elles verront qu'une fille, ça peut aussi mettre les mains dans le cambouis et que c'est aussi rigolo que de changer les couches. C'est pas drôle de changer les couches, mais vu que c'est un peu les jeux que certaines jeunes filles ont, voilà. On peut toujours avoir une certaine crainte. Après, c'est à nous de la gérer. C'est-à-dire que c'est aussi à nous, en tant que femmes, de s'imposer et de faire en sorte que les erreurs qui ont été produites dans le passé ne se reproduisent pas dans le futur. Ne pas reproduire les erreurs du passé, un vaste programme. Beaucoup de choses ont déjà été accomplies. Le principe de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes est inscrit au préambule de la Constitution depuis 1946. Depuis 50 ans, les femmes peuvent enfin travailler sans l'accord de leur mari, 1965, rendez-vous compte. Régulièrement, des lois sont votées, le code pénal et le code du travail réformés pour favoriser cette égalité professionnelle. Dernière en date, la loi sur l'égalité réelle, portée par une femme, Najat Vallaud-Belkacem, et adoptée par le Parlement en 2014. Et pourtant, il reste des discriminations, notamment au niveau des salaires. Selon une étude publiée par l'INSEE l'année dernière en Pays de la Loire, les femmes touchent un salaire annuel net moyen inférieur de 28,4% à celui des hommes. Un écart qui peut s'expliquer par l'âge, le secteur d'activité, le niveau d'emploi ou le temps de travail. Les femmes sont plus souvent en temps partiel que les hommes. Quand un salarié est à temps partiel dans notre région, 4 fois sur 5, c'est une femme. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a donné toutes ces raisons objectives, il reste tout de même, selon l'INSEE, un écart de salaire de 12,5% entre les femmes et les hommes en Pays de la Loire à situation d'emploi comparable. Un écart qu'on ne s'explique pas vraiment, sauf peut-être à parler de discrimination. Voilà pour le contexte. Nous allons y revenir largement avec nos invités EES, toutes des femmes. Nous n'avons pas voulu surjouer l'exemplarité, simplement donner la parole à celles qui sont confrontées chaque jour dans leur travail, dans leur métier, à ce combat de l'égalité. Mais avant de les entendre, retour sur quelques actus économiques de la semaine en Loire-Atlantique. Le moral en hausse dans les entreprises de Loire-Atlantique. La CCI de Nantes-Saint-Nazaire a interrogé plus de 700 dirigeants au début de l'été dans sa traditionnelle note de conjoncture. 37% des patrons constatent une nette amélioration de la situation. C'est 15 points de plus qu'en janvier. Tous les secteurs semblent profiter de cette embellie, sauf la construction qui reste sinistrée. Un gros bémol, cette sortie de crise ne se concrétise toujours pas dans les chiffres du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi dans le département a encore augmenté, plus 1,7% au mois d'août. Ils étaient destinés à la Russie. Les 2 Mistral vont bientôt quitter les quais de Saint-Nazaire pour l'Égypte. Paris a annoncé la semaine dernière qu'un accord avait été trouvé avec le Caire pour 950 millions d'euros. Après l'annulation de la livraison des 2 porte-hélicoptères à Moscou, cette revente serait un moindre mal. L'Élysée assure qu'il n'y aura pas de perte financière. Pour les salariés de STX, c'est en tout cas un soulagement. En tant que salarié de STX, on se dit que ces bateaux, on les a construits. Ils sont restés à quai et maintenant ils ont trouvé preneur et qui vont peut-être même, compris, nous redonner du travail maintenant puisqu'il va falloir les adapter. Certainement de la signalétique, parce qu'il va falloir tout réécrire, il va falloir mettre à jour tous les dossiers de plan. Il y a quand même pas mal de boulot de ce côté-là et ça va nous ordonner. À Montoire de Bretagne, Alstom se lance dans une grande campagne de recrutement pour son usine d'éoliennes offshore. 85 postes sont à pourvoir d'ici la fin de l'année.
Des opérateurs, des inspecteurs qualité ou des chefs d'équipe, des contrats de 6 mois minimum. On termine avec une inauguration au cœur de l'île de Nantes, le siège du groupe Kéran. Le spécialiste de l'aménagement du territoire était auparavant installé à la Chantrerie. Il s'est offert un grand nom de l'architecture, Dominique Perrault, pour ce bâtiment de 16 millions d'euros qui va accueillir 300 salariés. On est dans des espaces partagés où on peut échanger entre nous. La proximité aussi, qui moi m'intéresse beaucoup. Le fait de retrouver, d'être en centre-ville, d'être sur l'île Beaulieu, je trouve ça très intéressant. Retour sur le plateau de Tout Éco, le magazine économique grand format de Télé Nantes en partenariat avec Audencia. L'égalité professionnelle homme-femme, c'est le thème de notre émission. Pour en parler, je reçois dans cette première partie Christine Nashberger, enseignante-chercheuse en RH à Audencia. C'est l'un de vos sujets d'études. Vous y reviendrez tout à l'heure. Catherine Layet, avec nous également. Vous êtes agricultrice à Fégréac, dans le nord-ouest du département. Vous êtes éleveuse de porcs et vous dirigez également un syndicat agricole pour la Loire-Atlantique, le syndicat Coordination Rurale. Anne-Marie Haute, vous êtes chef d'entreprise. Vous avez fondé en 2011 Pilgrim Technology, une PME installée à Thoiré-sur-Loire qui propose des solutions d'inspection de sites industriels, soit avec des personnels, soit avec des drones. Et vous étiez il y a peu finaliste pour le prix Femmes Digital West, du Digital West, prix remis pendant la fameuse Digital Week. Également avec nous sur ce plateau, Juliette Ehoche-Duval, historienne de l'art et du design, qui sera notre grand témoin sur cette émission. Vous allez suivre nos échanges et en fin d'émission, vous allez nous apporter votre éclairage. Je commence avec vous, Anne-Marie Haute, si vous le voulez bien. Vous naviguez clairement dans votre entreprise, avec vos clients industriels, dans un milieu plutôt d'hommes. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe plutôt bien, en tout cas pour moi. J'ai toujours décidé de profiter du fait d'être une femme dans un milieu d'hommes. Et du coup, en profiter, c'est-à-dire que l'intérêt d'être souvent la seule femme, c'est que moi, on ne m'oublie pas. Voilà. Dans une réunion, quand je prends la parole, les gens ont tendance à baisser le ton pour me laisser parler, et on se souvient de moi. Il n'y a jamais de petits désagréments parce que là, c'est un milieu technique aussi, des questions pièges. Alors ça, c'est la première chose qui se passe quand on me fait venir quelque part, c'est qu'on essaye de me piéger pour vérifier si techniquement, bien que je sois une femme, je comprends de quoi je parle. C'est une habitude que j'ai prise de toujours commencer par mettre la barre très très haut techniquement, dès le premier rendez-vous, dès la deuxième phrase en général, histoire de régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Et c'est une sorte de mise à l'épreuve ? Vous le prenez comme ça ou ça finit par vous agacer ? Alors, ça m'irritait quand j'étais plus jeune, mais avec le temps, je me dis que quelque part, je suis un petit peu un extraterrestre pour eux. Ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes dans les milieux dans lesquels j'évolue. Et donc, à la limite, c'est presque normal. Et comme je réponds plutôt bien, c'est même plutôt flatteur parce qu'après, je fais référence. Alors, on le voit sur les images, vous intervenez sur effectivement des sites industriels, des usines, des ateliers, avec vos drones notamment. C'est des chantiers. C'est des zones de chantier un peu difficiles d'accès où tout n'est pas forcément très confortable. Est-ce que tout est adapté pour vous, a été pensé pour les femmes ? Alors là, par contre, c'est là que ça pêche souvent. Ce sont des lieux qui ne sont pas du tout adaptés à nous. Déjà, les tenues dans lesquelles on doit se déplacer ne sont pas adaptées à nous. Il est encore difficile de trouver des chaussures de chantier dans les pointures des petites tailles. Je ne vous parlerai même pas des vestes ou des bleus. Donc de toute façon, une fois qu'on est déguisé en Playmobil, on ressemble un peu à tout le monde. Par contre, c'est vrai que les chantiers, eux, ne sont pas du tout adaptés aux femmes, à commencer par quelque chose de tout bête, qui sont les toilettes. Il n'y a pas de toilettes sur les chantiers ? C'est pas obligatoire ? Il y en a, mais rarement. C'est très rare d'en avoir spécialement pour nous. Et donc, souvent, elles sont dans un état assez difficile en fin de journée. Catherine Layet, est-ce que vous aussi, vous devez faire vos preuves dans le milieu dans lequel vous évoluez, le milieu agricole, l'élevage ? Oui, bonjour. Moi, pour expliquer mon parcours, j'ai quitté l'école à 18 ans avec un BEP de secrétariat. Donc, j'ai été salariée pendant 3 ans. Entre-temps, je me suis mariée à un agriculteur. J'ai eu 3 enfants. Et donc, j'ai fait le choix d'arrêter mon travail pour élever mes enfants. Et la ferme s'étant agrandie, j'ai trouvé de plus en plus un peu de place, un peu de travail sur l'exploitation. Mais j'étais conjointe de chef d'exploitation pendant 15 ans. Et quand la dernière de mes filles a commencé l'école, j'ai eu du temps libre. Donc, j'ai fait des formations courtes, économie, informatique. J'ai fait aussi une formation de 200 heures agricultrice
où là, il nous a été expliqué clairement les statuts des femmes en agriculture. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que j'avais des compétences et je ne les mettais pas en valeur et surtout, je n'avais pas de salaire. Donc, vous êtes passé du statut de conjointe d'agriculteur à celui de chef exploitante, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que suite à cette formation, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je fasse valoir mes atouts financièrement pour avoir mon indépendance financière et pour faire reconnaître mon travail, la valeur de mon travail. Et du coup... vous en avez discuté avec votre mari? Oui, ça a pris beaucoup de temps, mais ce qui a déclenché... Il a fallu le convaincre, c'est ça? Oui, il a fallu le convaincre, mais l'élément déclencheur, c'est quand mon beau-frère est venu s'installer avec nous, en reprenant la ferme de ses beaux-parents. Donc, on a fait un GAEC, une association. Et pour moi, je voulais choisir entre repartir travailler à l'extérieur ou être chef d'exploitation pour faire reconnaître mes compétences. Et donc, il a fallu quelques temps pour convaincre mes associés, mais je suis devenue chef d'exploitation parce que j'estimais que ça faisait 15 ans que j'élevais les porcs, donc j'avais des compétences. Et j'étais aussi secrétaire comptable, donc je faisais les papiers d'exploitation. Donc, ça méritait largement de diriger l'exploitation. Faire ses preuves, Christine Lashberger, c'est une obligation pour les femmes dans ces milieux qui sont peu ouverts, l'industrie, l'agriculture. On sait, il n'y a pas beaucoup de femmes en agriculture et en industrie. Faire ses preuves, c'est une obligation pour les femmes dans ces milieux-là? Oui, je pense qu'il y a à la fois, c'est très important pour les femmes de prendre conscience que voilà, il n'y a pas que entre guillemets les résultats qui comptent au travail, qu'il y a aussi une certaine forme par exemple, de comportement qui est important. Autant plus, aujourd'hui, je dirais qu'il y a pas mal de témoignages de la part des femmes qui disent qu'elles doivent se battre, en fait, d'après elles, un peu plus que les hommes. Mais il ne faut pas penser que tout est facile et tout est rose, en fait, pour les hommes. Je pense aussi que les hommes, aujourd'hui, ont également un intérêt à se mettre en avant et autant plus, en fait, pour les femmes. Quelle qualité vous aviez pour vous sentir à l'aise dans ces milieux-là, l'agriculture, l'industrie ? Personnellement, j'ai toujours travaillé dans des milieux plutôt masculins, en fait. À l'origine, moi, je suis archéologue, donc qui n'est déjà pas forcément au niveau, je veux dire, en niveau de directeur ou d'enseignant. C'est plutôt des places qui sont réservées aux hommes, même si sur les sites de fouilles, ce sont majoritairement des jeunes filles qui travaillent. Ensuite, je suis passée dans le monde de l'informatique, donc très sexiste aussi, il faut bien l'admettre. et j'ai fini par le milieu de l'industrie. En fait, moi, je m'y sens assez à l'aise. D'accord. Vous cherchez voilà. Vous cherchez les ennuis un peu, non? Voilà. Je ne sais pas si c'est des ennuis, mais c'est un domaine où, comme on ne m'y attend pas, je trouve le challenge peut-être plus motivant. Catherine Laillé. Moi, c'est pas tout à fait pareil, parce que je suis fille d'agriculteur, donc je connais bien le métier, mais je connaissais la rudesse du métier aussi, et je voulais en sortir. C'est pour ça que j'ai fait des études de secrétariat, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je me suis mariée à un agriculteur et j'ai replongé dedans. Mais d'un certain côté, ça m'a aidée parce que je savais les heures de travail et ce que ça représentait. Mais l'avantage que j'avais surtout, c'est de pouvoir avoir du temps pour élever mes enfants. Et ça, pour moi, ça comptait beaucoup. C'était une manière de choisir l'agriculture, de pouvoir concilier les deux, la vie de famille et la vie professionnelle? C'était ça un peu. Ce qu'il fallait, c'était trouver l'équilibre entre la vie de famille, le travail et les responsabilités. C'est ce que vous avez réussi à faire? Oui, je pense qu'au bout d'un moment, quand on se sent bien, on arrive à prendre des responsabilités parce qu'il faut aussi sortir. L'agriculture, on reste sur notre ferme, qu'on voit personne, c'est triste aussi. Donc il faut aussi sortir, avoir des responsabilités, avoir du contact, rencontrer des gens d'autres milieux ou d'autres productions pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et aussi, ça nous permet d'évoluer, le fait de discuter avec les autres. Vie privée, vie professionnelle, c'est aussi quelque chose que vous aviez en tête en démarrant votre carrière? Tout à fait. J'ai monté ma première entreprise en même temps que j'ai eu mes enfants, en fait. J'ai fait tout en même temps, ce qui n'était pas forcément facile. Voilà, la toute première entreprise quand j'avais à peine 25 ans dans le paysagisme, donc un domaine assez masculin aussi. J'ai choisi de faire mes deux enfants à ce moment-là en même temps parce que je me sentais capable d'assumer tout. Quand on est jeune, on se sent vraiment capable d'affronter des montagnes. Je ne ferai pas forcément pareil maintenant. Et ensuite, j'ai opté sur ma deuxième structure, sur une situation plus souple où je pouvais adapter mon temps, en fait, où je n'avais pas de salarié, où c'était plutôt une structure comme de travailleur libéral dans l'informatique, qui m'a permis d'adapter complètement
complètement mon temps de travail à mes enfants. Ça se passait comment? Comment vous faisiez? Donc grosso modo, je les accompagnais à l'école le matin, je me transformais en chef d'entreprise, je travaillais toute la journée, je stoppais à 4h pour filer les chercher à 4h30, je m'occupais d'eux et une fois couché, je recommençais à travailler pour toute la partie comptabilité, déclaration, etc., etc. Alors c'est un modèle atypique en France, mais ça existe dans d'autres pays, Christine Aschberger. Oui, bien entendu. Donc il y a des modèles en fait de chefs d'entreprise qui sont aujourd'hui exemplaires. Donc je pense notamment aux pays nordiques. Je pense notamment aux États-Unis. Donc aujourd'hui, depuis très peu, on a des femmes qui sont à la tête des grandes entreprises. Donc on a par exemple Hewlett Packard. On a aussi dans le secteur automobile, donc il y a depuis très peu aussi une femme à la tête de General Motors. Et donc du coup, on voit que les choses évoluent et on peut constater qu'il y a des femmes qui réussissent, mais en même temps, il faut dire aussi que ce sont des femmes qui ont aujourd'hui aussi beaucoup de confiance en elles et aussi qui arrivent à se mettre aussi en avant. De la confiance ou de l'ambition ? Comment est-ce que vous diriez les choses? Alors c'est un mot qui fait peur, j'ai l'impression. Voilà, je pense qu'il faut les deux. Quand on dit femme ambitieuse, aïe. Voilà, c'est un mot qui est presque, on va pas dire insultant, mais pas loin. Quand on parle d'une femme ambitieuse, c'est jamais très bon signe. Vous l'employez? Moi, j'aime bien l'employer parce que j'ai de l'ambition et j'en ai pas peur, mais je suis aussi quelqu'un qui a un très fort caractère. Donc, je pense que ça peut être un mot difficile à placer dans la bouche de certaines personnes plus jeunes ou peut-être un peu plus effacées, parce que c'est pas un mot facile à porter, ambition. Chez un homme, c'est toujours une qualité. Chez une femme, ce n'est pas cité comme une qualité. Catherine, je dirais un peu la même chose. Moi, je me considère pas ambitieuse, mais par contre, j'avais pas envie de me laisser faire. Et j'avais vraiment envie de faire reconnaître mes compétences et avoir une indépendance financière et surtout la reconnaissance du travail au niveau des compétences et du temps. Et donc, c'était plutôt ça, le combat de ne pas se laisser faire. Alors, mais quand même, un peu d'ambition tout de même, puisque vous êtes devenue aussi présidente d'un syndicat agricole en Loire-Atlantique, la coordination rurale. Donc, il fallait aussi s'imposer à ce niveau-là, dans ces fonctions-là. Mais disons que ça s'est fait naturellement. L'élément déclencheur, c'est quand j'ai fait justement la formation agricultrice, où j'ai vraiment eu, c'était en 91, et se préparait la politique agricole européenne de 92, qui était, on va baisser les prix agricoles pour les compenser par les aides. Et là, je m'étais dit, mais mince, j'ai pas arrêté mon métier de secrétaire pour m'entendre dire que j'allais pas gagner ma vie en agriculture. Et la coordination rurale s'est créée à cette époque-là. Et justement, j'y suis allée par raisonnement économique, parce que la coordination rurale défendait une politique agricole de prix rémunérateur. Et ça m'allait, ça correspondait complètement à ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai enclenché, en fait, j'ai écrit un courrier qui est passé dans la France agricole. J'ai été repérée par l'équipe syndicale du département. Je suis rentrée dans le conseil d'administration. 2 ans après, il y avait les élections chambre d'agriculture. Donc, de fil en aiguille, ça s'est fait naturellement. Et comme j'étais à 60% sur l'exploitation... Et vous étiez bien acceptée par... Oui, ça s'est fait naturellement, mais vrai qu'on n'est pas très nombreuses à être présidente de syndicat. Vous êtes combien? Au niveau de la coordination rurale, peut-être 6 sur l'ensemble des départements. Ah oui, donc... Mais au niveau des élus chambres, il y a plus de femmes quand même. 1/3 aujourd'hui, parce qu'il y a la parité aussi qui s'est imposée dans les élections chambres d'agriculture. Et vous êtes bien accepté? Ça se passe bien, parce que quand on a vraiment envie de défendre son métier, on prend la parole et on dit ce qu'on a envie de dire. Et surtout, on revendique nos propositions, c'est ce qui est important. Christine Aschberger, que les femmes accèdent à des postes de responsabilité, qu'elles disent « je suis ambitieuse, j'ai de l'ambition », est-ce que c'est encore mal vu aujourd'hui ? Je pense que c'est de moins en moins le cas, en fait, parce que voilà, il y a une prise de conscience aussi dans les écoles. On dit souvent maintenant l'ambition n'a pas de sexe. Donc il y a beaucoup de réseaux qui se sont créés également. Donc les femmes, elles cherchent en fait aussi à échanger avec des femmes qui sont dans des situations, par exemple, similaires, discuter de tous les thèmes, donc faire sa carrière, apprendre des petites astuces pour aussi mieux gérer sa carrière. Et les jeunes, je pense, moi je rencontre tous les jours des femmes très ambitieuses. Et je pense aussi que la jeune génération... Qui ne se cache pas pour le dire ? Non. Qui ne se cache plus, en tout cas, pour le dire. Non. Et aussi les garçons et les jeunes hommes qu'on a, par exemple, au sein de l'école. En fait, tout le monde est d'accord que les femmes, elles sont aussi très ambitieuses. Et
Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt, on trouve ça plutôt normal, qu'on exprime aussi voilà, cette ambition de tout concilier et de faire carrière et de grimper voilà, les échelons ou de fonder en fait son entreprise. Vous avez ce sentiment-là aussi sur le terrain, si je puis dire, d'une égalité professionnelle qui progresse? Alors, on voit que ça progresse. Il y a encore énormément de travail à faire. Et on voit aussi, malheureusement, par endroits, que certains acquis tombent, pas forcément en France, mais dans d'autres pays. Et quelque part, on se dit que rien n'est vraiment gagné, en fait. C'est un combat qu'il ne faut surtout pas stopper, qu'il ne faut surtout pas arrêter, parce qu'on n'est pas encore à l'égalité. Et en plus, voilà, c'est pas pour toujours. Donc, il faut continuer à se battre. Moi, j'en ai pas fait un cheval de bataille. Je pars du principe que qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, l'important c'est de défendre ses idées et d'y croire surtout. Et d'y croire, ça suffira, vous pensez? C'est ce que je m'emploie à faire avec le syndicalisme, en tout cas. D'accord. Et auprès des jeunes générations qui arrivent et qui décident de se lancer dans l'agriculture, vous sentez que il y a un changement, qu'il y a davantage de filles, de femmes qui veulent devenir agricultrices? Il y a un réel changement parce que de ma génération, on devenait agricultrice parce qu'on épousait un agriculteur. Aujourd'hui, les femmes qui s'installent en agriculture, elles choisissent le métier, donc elles font des formations agricoles et elles sont très innovantes. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les jeunes femmes agricultrices, elles sont pionnières dans tous les réseaux de qualité, de circuits courts, de vente directe. Ce sont des femmes qui ont à l'esprit le sens de l'économie. Et donc, elles vont vers des productions ou des directions où on gagne mieux sa vie. Donc je pense que oui, les femmes qui viennent aujourd'hui feront carrière et réussiront mieux, à mon avis. Il faut être confiant, Christine Aschberger. Ah oui, il faut être patient peut-être aussi. Un ingrédient important pour la réussite, c'est bien entendu avoir confiance en soi. Donc il y a beaucoup d'études qui le démontrent en fait également. Et aussi, voilà, il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des petites astuces pour faire carrière en entreprise. Donc c'est aussi savoir utiliser par exemple les réseaux, déléguer, avoir un mentor et toutes ces questions-là. On va y revenir tout à l'heure. Je vous propose, à présent, on a un peu évoqué les jeunes. Nous sommes justement allés sur le campus universitaire de Nantes, interroger étudiants et étudiantes de différentes filières sur ce thème de l'égalité professionnelle homme-femme. Est-ce un sujet qui les interpelle? Croient-ils à la fin des discriminations sexistes? Eh bien, on écoute leur réponse. C'est pas le sujet numéro 1, je vous avoue. On n'en parle pas tellement. Je sais pas, c'est pas que ce soit tabou, c'est juste que on n'en parle pas. On en parle pas mal parce que je pense que surtout, arrivé au niveau du master, on se projette déjà dans le futur. Et quand on regarde les grilles des salaires, etc., on part toujours avec cette petite appréhension en tant que femme. Est-ce qu'on va être au même niveau que les hommes, etc. Entre nous, en soi, on n'en discute pas trop parce qu'on n'est pas amené à en discuter. Souvent, dans les relations qu'on a entre garçons et filles, où on n'a pas vraiment de problème. J'ai rarement rencontré un garçon qui considère que la femme était totalement inférieure et incapable. Bien que, parfois, il y a des remarques qui sont un peu machistes, mais bon, on s'en sort. C'est vrai qu'on ne se pose pas vraiment la question, mais c'est peut-être bon signe justement, comme quoi c'est logique pour nous qu'il y ait une égalité homme-femme. Il y a quelques années, même autour de nos grands-parents, même parents encore, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sensibilisés à ce genre de choses et je pense que ça va... j'espère que ça va bouger. Depuis qu'on est jeune, on nous fait comprendre que c'est important, l'égalité homme-femme, et qu'il n'y a pas de raison qu'une femme ait un salaire plus bas qu'un homme. En tant que femme, moi je défendrais le droit des femmes et je me battrais pour avoir le poste si un jour ce poste-là est refusé, et justement de me battre contre ça. Je pense qu'on est la génération qui brise les tabous, ouais. Je pense que c'est plutôt un choix de vie. Je pense qu'il y a des femmes aujourd'hui qui veulent privilégier leur carrière et puis d'autres qui préfèrent
privilégier leur vie de famille, mais je pense que c'est vraiment des choix de vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent justement privilégier leur carrière et, en premier et ensuite peut-être avoir une vie de famille. C'est très bien d'élever ses enfants, mais les gens veulent le faire, mais aussi avoir une vie professionnelle. Et je pense que c'est conciliable. Il n'y a que des solutions pour le faire et je ne pense absolument pas qu'aujourd'hui ce soit qu'il y ait beaucoup d'obstacles, même si ce n'est pas forcément facile de trouver une nounou, de trouver une crèche, etc. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de garçons qui étaient dans cette idée-là, on va avoir des enfants, donc il faudra passer du temps avec eux, c'est pas juste à la femme de rester à la maison. Donc ça m'a étonnée parce qu'en soi, je pensais pas qu'il y en avait autant qui pensaient comme nous en fait. Aujourd'hui, on est dans une société qui change aussi, il y a beaucoup d'hommes maintenant qui s'occupent des enfants et les femmes vont travailler, etc. Donc moi je pense que c'est une question d'équilibre. La question c'est comment trouver cet équilibre, quoi. Il faut trouver le bon partenaire. Voilà, trouver le bon partenaire, le bon équilibre entre vie professionnelle et vie de famille. C'est une question que l'on va poser à nos invités sur cette deuxième partie de Tout Écho. Vous avez vu, le plateau a bougé. Je remercie d'ailleurs nos invités de la première partie, Catherine Laillé et Anne-Marie Haute, d'avoir accepté notre invitation. J'ai manqué à tous mes devoirs de le faire avant ce sujet. Merci à elle. En tout cas, nous aurons rejoint pour cette deuxième partie Nathalie Fralin, directrice expérience client chez Orange pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Béatrice Laude, DRH du groupe vendéen Dubreuil, un groupe multicarte, puisque le groupe est présent dans l'automobile, l'aérien, Air Caraïbes, c'est vous, l'alimentaire, le BTP, l'industrie, les matériels agricoles ou encore l'hôtellerie. Enfin, Ariane Renaud, vous avez créé votre entreprise notariale à Sautron en 2010 et Christine Nashberger est restée avec nous sur cette deuxième partie. Vous êtes toujours enseignante-chercheuse en RH à Audencia. Cette question de l'équilibre travail-vie privée, on en a parlé un petit peu avec ces témoignages en première partie. C'est une question que l'on pose plus souvent aux femmes qu'aux hommes, non? C'est une question sexiste un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est clairement une question qu'on nous pose assez fréquemment. Mais comment faites-vous quand on annonce les jobs qu'on a et le fait que par ailleurs on a aussi une vraie vie, qu'on n'est pas alien et qu'on a des enfants, des parents, voilà. Et c'est une question qu'on ne pose jamais à mes collègues hommes. Jamais on ne pose à un collègue qui vient de prendre un super job, et comment tu vas faire avec tes enfants? Alors que c'est une question qu'on nous pose systématiquement. Alors, en tant que DRH, moi, c'est une question que je ne pose pas spécifiquement aux femmes. Je pars du principe que si elles sont présentes pour un job, elles se sont organisées et c'est en connaissance de cause. En revanche, moi, ce que j'identifie quand même dans les parcours et dans les représentations qu'il peut y avoir dans l'entreprise, c'est que ce qui va permettre des carrières professionnelles de femmes, c'est quand même un partage dans la sphère familiale. Et très souvent, moi, je rencontre des femmes où c'est essentiellement leur responsabilité. Qui se sacrifie à tel moment de la vie de couple, c'est ça, pour l'autre, ou c'est partage des tâches? C'est quoi ce partage exactement? Partage des tâches ménagères, le partage des tâches, c'est chercher les enfants, qui va chercher les enfants, etc. Qu'il puisse y avoir une alternance et un partage. Parce que si cela n'incombe qu'aux femmes, ça devient très compliqué d'accéder à un certain niveau de responsabilité qui nécessite une certaine disponibilité. Et c'est souvent la représentation, le préjugé qu'on peut trouver dans des directions et qui peut être un frein à proposer des postes à responsabilité à certaines femmes, de se dire qu'elles ne seront pas disponibles. Ariane Renaud, vous avez réglé le problème, puisque vous travaillez avec votre mari, c'est bien ça? Oui, nous, on a deux PME, la PME professionnelle et la PME familiale. Après, c'est une question de gouvernance, tout s'organise, je suis assez d'accord. Alors, comment s'organise cette gouvernance, justement, chez vous? Partage à 100% des tâches, en alternance entre la vie professionnelle et la vie personnelle, en binôme inversé bien souvent. L'un fait une tâche que l'autre ne fait pas et on combine nos agendas de manière à pouvoir pourvoir de tous les côtés. Voilà. Mais ça s'organise comment? Ça a l'air compliqué comme ça. Un agenda unique. Un binôme inversé. Non, un agenda unique qui permet de concilier les enfants, la vie professionnelle, la vie de famille et puis toutes les contraintes de la gestion du foyer familial. C'est pas toujours le même qui va chercher les enfants à l'école, c'est pas toujours le même qui fait les comptes, ou c'est pas toujours le même qui gère les ressources humaines dans l'entreprise. Voilà, c'est une juste répartition des tâches. Il faut se mettre d'accord, il faut signer un contrat, il faut... C'est de la gouvernance.
C'est une gouvernance qu'on peut-être difficile à mettre en place dans les entreprises. C'est quoi par exemple chez Orange, où en est-on à ce niveau-là justement pour favoriser le travail des femmes ? Alors il y a beaucoup de choses qui sont faites effectivement dans les grands groupes et en particulier dans le nôtre pour aider justement les femmes. Alors il y a des programmes de mentoring, il y a des programmes d'accompagnement, il y a des dispositifs aussi pour financer la garde des enfants quand on doit partir en déplacement. Effectivement, on peut se faire aider beaucoup. Et puis, alors il y a des conventions qui permettent aussi d'éviter les réunions trop tardives. Si je suis tout à fait juste, je dirais que plus on monte dans la hiérarchie, moins elle s'applique en réel, dans la vraie vie. Et d'ailleurs, nos collègues... à 19h, oui, ça arrive encore. Et nos collègues hommes, de temps en temps, sont finalement assez contents qu'on s'empare du sujet et qu'on mette les pieds dans le plat en disant « Vous n'en avez pas marre de cette réunion à 19h » là, parce qu'eux aussi, ils ont de temps en temps quand même une femme et des enfants qu'ils ont envie d'aller rejoindre. Donc au final, on essaye d'avancer sur ces sujets qui restent... C'est difficile ? C'est un sujet, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit en première partie d'émission, sur lequel ça avance, mais sur lequel il ne faut rien lâcher parce que culturellement, c'est quand même pas encore totalement intuitif et dans l'ADN de penser comme ça. C'est d'autant plus difficile, Christine Nashberger, que pour les femmes de concilier les deux, vie professionnelle, vie de famille, qu'il y a une maladie bien française dans les entreprises que vous appelez le présentéisme. C'est quoi cette maladie ? Exactement. Donc, si on parle du présentéisme, ça veut dire que on peut seulement faire ses épreuves, en fait, si on est présent. Donc, du coup, dans la tête de beaucoup de managers, en fait, on juge aussi la qualité de travail par rapport au temps qu'on passe, en fait, à l'intérieur d'une organisation. Et du coup, comme la plupart des tâches familiales, ce sont toujours les femmes qui les assument, donc il y a des statistiques, en fait, là-dessus, on voit que les femmes... je veux juste citer un exemple. Une femme qui quitte l'entreprise à 17h, qu'est-ce que tout le monde pense ? Elle va aller chercher ses enfants. Un homme qui quitte l'entreprise à 17h, qu'est-ce qui est dans la tête de ses collègues ? Il va aller à une réunion, il va aller voir un client, etc. Donc c'est vraiment, on est aujourd'hui encore en 2015, vraiment en face de beaucoup de stéréotypes. Et les stéréotypes finalement ont la vie dure aussi dans beaucoup d'organisations. On a ces stéréotypes-là aussi chez Dubreuil ? Disons qu'au niveau des activités du groupe Dubreuil, au niveau des activités opérationnelles, on est sur des métiers qui sont souvent techniques, donc à très forte majorité masculine. Alors, il n'y a pas forcément une très forte conscience de tout ça. Néanmoins, c'est un groupe familial et même s'il n'y a pas véritablement une politique qui fixe qu'il n'y ait pas de réunion après 18h ou ce genre de choses, c'est quand même des choses qui sont exceptionnelles. Mais comme il y a beaucoup d'hommes, il y a des préoccupations qui ne traversent pas l'esprit, je pense. Ils n'y pensent pas. Vous êtes là pour les y faire penser, non ? Un petit peu ? Oui, mais ce qui serait quand même important, et ça c'est un point que je souhaitais évoquer, c'est que les représentations ont quand même la vie dure et ça a un impact sur l'orientation, je pense, des filles et des garçons. Et nous avons beaucoup de mal à recruter des femmes dans nos métiers. Nous n'en avons pas. Donc c'est difficile de faire évoluer les choses. Il y a un certain nombre de dirigeants qui souhaiteraient pouvoir avoir une plus grande mixité dans leurs équipes, dans l'auto notamment, le TP. Mais nous n'avons pas de candidature pour des techniciens, des mécaniciens dans l'agricole, dans le TP, même sur des postes de commerciaux. Nous n'avons pas de candidature de femmes. Donc c'est encore évolutif, il y a encore des progrès à faire de ce côté-là, en tout cas dès le plus jeune âge, pour peut-être orienter les jeunes filles vers des métiers jusqu'à présent plutôt réservés aux garçons. Je ne sais pas si c'est les orienter, je pense que si les représentations étaient moins marquées entre les... possibles, de s'autoriser, de s'ouvrir des horizons et de se dire que je ne suis pas un garçon manqué si j'ai envie d'être mécanicien. Et dans les cours d'école, moi j'ai 3 filles, c'est quand même des représentations qui sont encore très très fortes. Et vous leur dites quoi alors, vos filles ? Mais moi, mes filles, elles sont assez au clair sur le sujet, mais elles doivent quand même pas mal batailler encore. Alors, on avance dans notre conversation. Je voulais vous parler à présent
une expression qu'on entend souvent, le plafond de verre. On dit qu'il est toujours là, qu'il existe toujours, même si on ne le voit pas. Voilà, il est là. Il empêche les femmes d'accéder à certains postes à responsabilité. Je vous propose de regarder ce chiffre. En Pays de la Loire, les femmes représentent 42% de la population salariée dans le privé et le semi-public, mais elles ne sont que 30% à devenir chef d'entreprise ou cadre. Même constat des niveaux plus bas de qualification, profession intermédiaire, employés, ouvriers qualifiés ou non. Les taux de promotion des hommes, en bleu sur le graphique, sont toujours plus élevés que celui des femmes en orange sur le graphique. Une bizarrerie, pire peut-être une injustice, au vu de la réussite scolaire des filles dans notre région. Elles sont meilleures que les garçons, quel que soit l'examen. On va le voir aussi sur ce deuxième graphique. Du brevet du collège au BTS, les filles ont de meilleurs résultats que les garçons. Et pourtant, on a toujours ce satané plafond de verre qui les empêche de monter plus haut. Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une volonté délibérée des hommes d'empêcher les femmes d'accéder à ces postes à responsabilité? Non, moi je pense que le sujet de la mixité, c'est pas les femmes contre les hommes, parce que sinon je pense qu'on n'aurait rien compris. Je pense qu'il y a effectivement des hommes qui voient ça pas toujours d'un bon œil, mais quand même aujourd'hui, c'est les hommes qui sont à la tête d'une grande majorité des postes de direction. Et pour autant, sur le plateau, on est quand même la preuve que c'est possible. 14% de femmes à des postes de direction en France en 2013. Mais je pense qu'il y a un sujet qu'on ne parle pas souvent, où on dit voilà, les hommes ne laissent pas les places. Moi, je pense qu'il y a aussi un vrai sujet, c'est l'autocensure qu'on peut se faire quand on est une femme, en se disant je ne serai pas capable, je ne vais peut-être pas y arriver. Et on se pose beaucoup plus la question d'est-ce qu'on a les compétences que finalement est-ce qu'on a envie. Et je crois que ce qu'il faut faire pour aider les femmes, et ce qui était dit tout à l'heure dans la première partie, c'est sur les jeunes filles qui avaient beaucoup de dynamisme quand elles étaient interviewées, c'était de ne pas perdre de vue qu'à partir du premier enfant, souvent, on se met un peu en retrait et on se demande si on va être capable. Et si on raisonne sur l'envie, je pense que ça change tout. Et là, le plafond de verre commence un peu à changer. Ça a été votre cas pour accéder aux échelons plus élevés? Oui, si j'en parle comme ça. Oui, victime de votre propre autocensure. Comme beaucoup de femmes, ce syndrome d'imposture qui est de dire je ne vais pas y aller parce que j'ai sans doute pas les compétences. Et grâce au dispositif de mentoring dont j'ai pu bénéficier, et grâce aussi à des échanges dans les réseaux où finalement, en parlant entre nous, on se rend compte que ce qu'on a dans notre petite voix intérieure, on est plein d'autres à le partager. Ça aide à se dire finalement, d'abord je travaille sur l'envie. Et puis après, je vais bosser les compétences que j'ai pas. Aujourd'hui, une femme, elle postule sur un poste quand elle a 80% des compétences, alors qu'un homme y va quand il en a juste 50%. Et je pense que le plafond de verre, c'est aussi ça. C'est qu'on s'auto-censure énormément. Constat partagé par les unes et les autres. Peut-être Ariane Renaud sur l'autocensure. Est-ce que, à un moment donné, vous n'êtes pas allé au bout de certaines démarches parce que vous disiez je suis pas capable ou je vais pas y arriver alors que vous en aviez les compétences? Ça va peut-être faire la femme très ambitieuse pour le coup, mais moi j'ai pas de souvenir de m'être censurée. Voilà. Alors peut-être aussi parce que j'ai eu un appui familial de toutes parts. Je pense que c'est important, la copromotion familiale, de croire qu'on va pouvoir y aller, etc. Que tout le monde ait confiance en vous. Vous avez confiance en vous-même aussi. Maintenant, je dois bien avouer, je botte en touche. J'ai eu mes enfants quand j'étais salariée et je me suis dit que je ne m'installerais comme notaire qu'après que mes enfants aient passé les 3 premières années. Je n'aurais pas conçu de le faire avant, pour le temps que ça prend, et puis voilà, ça ne me paraissait pas raisonnable. Après, je me suis sentie libérée, et je me suis dit, bon voilà, et allons-y, quoi. Il faut calculer les choses, il faut avoir un plan quand même en tête. Il faut un plan. Sur cette question de l'autocensure. Oui, par rapport à cette autocensure, effectivement, à partir du moment où il y a la vie familiale, il peut y avoir une forme de culpabilité si on est très pris par son travail. Mais je pense que c'est également ce que vous disiez, le fait de ne pas exprimer ce que l'on veut et de se dire, de toute façon, à partir du moment où je suis compétente, où je fais bien mon travail, on me proposera. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Moi, j'ai demandé ma première augmentation. Ça faisait plus de 15 ans que je travaillais. Ça m'était jamais venu à l'esprit avant. Et d'exprimer vraiment ce dont j'avais envie. Donc voilà. Oui. Alors l'augmentation, pas tout à fait celle que j'aurais voulu, mais je pense que j'aurais pas eu celle que j'ai eue si je l'avais pas demandé. Et dans des expériences passées où j'ai changé de poste et où j'ai rien demandé, il s'est rien passé. Là où des collègues hommes, eux, ont su dire oui, mais moi je change de périmètre de responsabilité, donc c'est pas gratuit. Donc il faut oser, faut y aller. Il faut oser.
Il faut oser. Oui, tout à fait. En fait, je voulais également rajouter par rapport à la négociation salariale, parce que c'est un thème qui est très important. Vous avez évoqué tout à l'heure en fait les chiffres, et les chiffres peuvent un peu faire peur et même choquer. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour la jeune génération, il n'y a pas de raison pourquoi les femmes, pour un poste égal, elles sont moins bien payées. Donc, il y a aussi le fait que les femmes, elles demandent beaucoup moins. Donc, aujourd'hui, on alerte beaucoup plus aussi la jeune génération. On leur dit, il faut vraiment négocier, il faut y aller, il faut être convaincant. Il faut aussi, développer ces capacités, en fait, là. Et il faut aussi apprendre à se mettre en avant, parce que ce sont vraiment des qualités importantes aujourd'hui dans la vie en entreprise. Parce que comme Béatrice, elle vient de le dire, c'est clair que les promotions ne tombent pas forcément. Donc il faut aussi y aller, il faut oser négocier, se former, échanger, réseauter. D'accord. Donc attendez, c'est des qualités quand même particulières, quoi. Toutes les femmes n'ont pas ces qualités-là, forcément. C'est une sorte de combat là que vous nous décrivez là, donc non, mais c'est pas facile. C'est le fait déjà d'avoir conscience. Enfin, moi, je vois, il y a une dizaine d'années, quand l'aventure business au féminin a démarré, c'est là où vraiment le fait d'échanger avec d'autres femmes, c'est là où vraiment j'en ai pris conscience. Et à partir du moment où je me suis dit, mais je comprends mieux, j'ai jamais. Eh bien, déjà, il y a quelque chose qui se passe. Alors, vous avez évoqué un réseau, la business au féminin, ça tombe bien parce qu'on a d'autres réseaux féminins nantais sur ce plateau. Donc, Béatrice Laude, c'est business au féminin. Ariane Renaud, vous appartenez à un réseau qui s'appelle Femmes Chefs d'entreprise en Pays de la Loire, qui est un réseau national avec une délégation en région. Et puis, Nathalie Fralin, vous faites partie de l'association Les Fameuses. Ces réseaux, il y en a de plus en plus, mais c'est une histoire assez récente sur la place nantaise. Alors pour ma part, j'y suis depuis 1 an et demi à peu près, effectivement. Donc pour ma part, c'est récent. Je pense que l'initiative, effectivement, méritait d'être poussée. Parce qu'encore une fois, c'est en échangeant et en voyant que nous traversons les mêmes problématiques et en s'entraidant, en se mettant aussi, en se faisant la courte échelle, comme le font finalement les hommes dans les réseaux depuis des décennies. Finalement, c'est en faisant ça, je pense qu'on peut s'entraider beaucoup. Sur le réseau, oui. Sur le réseau, Femmes Chefs d'entreprise, délégation Pays de Loire, c'était janvier 2013, le temps passe. Et effectivement, c'est un lieu d'échange et de convivialité, partage des expériences et des compétences. Je sais que par exemple pour moi, comme pour beaucoup d'autres, c'est l'école de commerce qu'on n'a jamais faite, quoi. Donc c'est du coaching, c'est des compétences nouvelles qu'on acquiert au travers de partage d'expériences et regards croisés entre nous. Ça vous a vraiment aidé pour avancer dans votre projet de création d'office notarial ? Alors pas dans le projet, mais dans le développement de l'entreprise, avec des préoccupations que je pouvais avoir, mais que j'avais occultées en réalité. Le réseau, donc, un incontournable quand on est une femme et qu'on veut avancer dans sa carrière ? Oui, je pense que ça a été dit, c'est vraiment un environnement de soutien, ça donne des exemples de réussite. Une étudiante disait, les choses changeront quand on verra des exemples de réussite. Là, le fait de pouvoir partager, d'avoir des retours d'expérience, de dire, moi, voilà ce qui m'arrive, j'ai fait ça et ça a marché. Ça encourage tout le monde, ça déculpabilise, ça décomplexe et c'est quelque chose qui est vraiment important. Que des femmes dans ces réseaux, c'est aussi le besoin de se retrouver entre femmes. Vous disiez c'est pas une guerre de sexe tout à l'heure, mais un petit peu quand même. Non, ça l'est pas, mais je crois qu'on en discutait juste avant l'émission. Je pense qu'il y a un parler vrai. Souvent, ce qu'on se dit entre nous quand on témoigne, c'est qu'on ose... Je parlais tout à l'heure de ce syndrome d'imposture. On ose mettre les sujets sur la table et on ose le dire. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a plus de facilité à être dans l'émotionnel ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un parler vrai, sans phare, y compris sur les difficultés qu'on rencontre. Parce que ce qu'on évoquait tout à l'heure en début d'émission sur la difficulté de ne pas tomber dans le syndrome Wonder Woman, ce que nous ne sommes pas, clairement, on se rend compte que voilà, tout le monde est confronté à ça. Et je crois qu'il y a une transparence dans les propos qui fait la force en fait de ces réseaux-là, et probablement sa différence avec un réseau masculin, même si on est ravis de temps à autre que les hommes nous rejoignent et nous ne sommes pas sectaires. Est-ce qu'il faut dans les entreprises instaurer des quotas ? Est-ce que cette idée
est plaisante à entendre. Est-ce qu'il faut la valoriser? C'est parce qu'il y a une loi qui existe depuis 2011, une loi qui oblige notamment les grandes entreprises à avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance d'ici, il y a une date butoir, d'ici 2017. Est-ce que cette notion de quota est une notion intéressante pour favoriser la mixité au sein des entreprises? Elle est très compliquée, moi je trouve, cette notion de quota, parce que je me souviens quand cette notion est arrivée en politique, ma première réaction c'était de dire, ben voilà, mais du coup quand une femme va être sur une liste électorale, on va dire, ben voilà, elle est là à cause du quota et elle n'est pas là à cause de ses compétences. Mais en même temps, ces quotas, ça a permis aussi à des femmes d'accéder, ça donne la chance. Donc moi je suis assez partagée et je pense que cette question de quotas, ça permet aussi de voir des exemples, de donner l'occasion à des femmes d'exercer certaines responsabilités et là encore d'avoir des exemples positifs qui vont encourager tout le monde à ce que ça se développe. Nathalie Fralin, sur cette question des quotas. Alors je partage, c'est vrai qu'on n'est pas forcément, on n'aime pas forcément le mot, mais force est de constater que le principe de réalité, en tout cas chez Orange, s'il n'y avait pas eu des quotas, on n'aurait pas eu une directrice générale France, qui est devenue d'ailleurs depuis présidente de France Télévisions, donc ça l'a quand même bien aidé. Et clairement, on n'aurait pas pu accéder, enfin moi-même je pense que je n'aurais pas pu accéder aux fonctions où je suis aujourd'hui, parce qu'une fois qu'il y a eu une femme qui a été patronne de la France, bah évidemment, elle a insufflé aussi, elle a créé un réseau féminin. Et donc, très clairement, c'est vrai ce que vous dites. Aujourd'hui encore, on l'entend. Aujourd'hui encore, on entend, mais t'as été prise parce que t'es une femme. On te dit pas parce que t'es pas compétente, mais on dit, ouais, enfin bon, de toute façon, il fallait des femmes. Et on se bat en leur disant, non, il fallait quelqu'un de compétent. Et à compétence égale, on a pris une femme parce que sinon c'est difficile et on peut pas s'imposer. Mais ça reste un choix de compétence et je pense que c'est important. Je ne suis pas pour le militantisme, mais je pense qu'effectivement, il faut le rabâcher. Les femmes ne sont pas prises pour les quotas, elles sont prises parce qu'elles sont compétentes. Merci en tout cas pour tous ces échanges. C'est bientôt la fin de cette émission. On arrive à la conclusion. Je me tourne à présent vers notre grand témoin, Juliette Ehoche Duval, historienne de l'art et du design, conférencière indépendante. Vous intervenez notamment à Nantes à l'école du design et à l'école de communication visuelle. Vous l'avez entendu, ce combat pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, on le retrouve aussi bien sûr dans les arts, j'imagine, notamment avec le travail de certaines artistes féminines, peintres ou plasticiennes. Alors c'est toute une histoire, les femmes dans l'art, parce qu'effectivement on peut remonter très très loin, et quand on va dans les musées, quand on voit les expositions, les femmes elles sont partout, elles sont représentées partout, dans les tableaux, mais en tant qu'actrices, de leur propre destin et créatrice, c'est arrivé beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'il a fallu quand même attendre les années 60, la libération sexuelle, l'accès à avoir le droit de disposer de ses biens, d'avoir le droit de signature sur un chéquier, le droit à l'avortement, à la contraception. Et tout ça, ça a engendré en fait de la part des artistes féminines l'accès à disposer de son propre corps, mais aussi de son propre destin et de faire des choix, d'avoir accès à l'enseignement artistique à l'école des beaux-arts, par exemple, ce qui n'était pas du tout le cas au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, et même au XIXe, c'était pas encore gagné, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a une évolution aussi de ce côté-là, qui est en parallèle finalement avec l'évolution de la société et l'évolution dans les entreprises. On retrouve la même chose. Complètement, oui. De la même manière que si on regarde l'actualité aujourd'hui, par exemple, on voit beaucoup aussi les femmes artistes, les femmes de. C'est-à-dire que par exemple, Christo, qui est connu donc pour le land art, pour avoir notamment empaqueté le Pont Neuf dans les années 80, voilà, c'est la référence qu'on a. Et ben en fait, on a découvert, enfin on n'a pas découvert, on le sait, mais assez récemment, on dit Christo et Jeanne-Claude, sa femme, qui est décédée aujourd'hui, mais le nom d'artiste, c'est Christo, c'est-à-dire c'est son nom à lui. Voilà, ce sont des choses comme ça. Il a fallu attendre l'année dernière, 2014, pour avoir une grande rétrospective sur Niki de Saint-Phal, qui est une artiste du nouveau réalisme. Mais le nouveau réalisme, on connaît qui du nouveau réalisme? On connaît Jean Tinguely, on connaît Martial Reiss, on connaît les affichistes, Jacques de la Villéglé, Raymond Ins. Mais Niki de Saint-Phal, moi qui ai eu la chance de voir cette exposition-là plusieurs fois et avec des élèves, c'est une découverte. La découverte de Niki de Saint-Phal, alors que c'est une artiste absolument incontournable pour les années 60 et pour le nouveau réalisme.
Donc il y a une question aussi de médiatisation aussi de ces femmes-là qui étaient un peu restées dans l'oubli, alors que voilà, elles sont très importantes pour l'histoire des arts. Je crois que vous avez d'autres exemples aussi en tête. Je pense notamment à Orlan, qui a été aussi son œuvre a été provocatrice dans les années 60-70 notamment. Ça a été un choc aussi. Elle a provoqué un choc à ce moment-là. Alors Orlan, c'est effectivement un cas particulier et à la fois on peut relier plein de notions qui sont apparues dans l'émission ce soir. La question de la censure, par exemple. Orlan, avec l'image qui vient de passer tout à l'heure, Le baiser de l'artiste, qui est une performance qui a eu lieu en 1977 à Paris, au Grand Palais, où Orlan pose la question du statut de la femme, pas non seulement de l'artiste, mais de la femme dans la société, entre la mère, la prostituée et la sainte. Donc c'était une performance qui était... on devait venir embrasser, on avait la possibilité d'embrasser l'artiste moyennant rémunération, et l'argent tombait dans un pubis transparent qui était posé devant elle. Donc il y avait toute cette symbolique, cette idée, effectivement, je peux disposer de mon corps, je peux embrasser qui je veux, grosso modo, et je peux aussi en faire de l'art. Et ce qui est très intéressant, c'est que suite à cette performance, Orlan a été... pas vraiment censurée, mais en tout cas démise de ses fonctions à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Il faut quand même le savoir, en 78, ça lui a coûté son poste, cette performance-là, et la médiatisation autour de cette performance. Donc la question de l'égalité professionnelle, même dans les arts, elle se pose aussi avec des discriminations, telles que vous le soulignez. Là, c'est un bon exemple, je pense. Merci beaucoup Juliette et Hoche Duval de nous avoir apporté votre éclairage sur cette conclusion pour ce Tout Éco consacré à l'égalité professionnelle homme-femme. C'est la fin de ce numéro en partenariat avec Audencia qui nous a une fois de plus accueillis avec brio dans sa cafétéria. Merci à toute l'équipe en régie, Hélène, Anne, Bertrand, Nicolas, et sur le plateau, merci à Dany et à Stéphane. Tout Éco, c'est à retrouver tout ce mois sur notre antenne et sur notre site internet télénantes.com et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bien sûr. Le mois prochain, nous parlerons de la COP21 et de la transition énergétique, comment nos entreprises se préparent aux conséquences du changement climatique. Rendez-vous le 3 novembre prochain. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télénantes. Tout Éco vous a été présenté par Elite Organisation, cabinet référence pour faciliter vos démarches en ligne et améliorer vos performances.